un aller-retour à Toulouse, parce qu'il y avait un débat organisé par répertoire entre 5 des 14 candidats. Et malheureusement, ça ne passera pas à la télé, ça passera que sur le net, mais j'aimerais bien qu'on se débrouille pour que ça soit vu beaucoup, parce que c'était assez enrichissant. Il y avait sur les 5, il y avait l'écologiste, la France Insoumise, qui est une femme qui vit à côté de Bagnères, je ne sais plus où elle m'a dit. Et puis Jean-Bernard Saint-Pastoux, la candidate du Front National, c'était un débat qui n'était pas inintéressant, parce que j'aimerais bien que beaucoup de gens le voient, parce que on a eu l'occasion de montrer les uns et les autres nos capacités de conviction respectives. Bon, sinon aujourd'hui on a tourné quand même, aujourd'hui je disais à Joël, on a passé un cap fameux, on a passé le cap des 200 communes visitées sur 289. Ce soir à Galan on est à 205 ou 206. Donc c'est la dernière ligne droite, on en voit le bout. Demain après-demain on va encore en faire une trentaine. Avant la fin de la semaine, on aura bien avancé. Et ces réunions dans les mairies sont extrêmement instructives pour nous, très, très enrichissantes. D'abord, je sais que nous sommes les seuls à le faire dans cette circonscription, comme Janine Dubié est la seule à le faire dans l'autre circonscription. Mais les autres ont tort de ne pas faire ça. D'abord parce que c'est un geste de respect minimum à l'égard des citoyens que d'aller vers eux dans les communes en disant voilà, on est à votre disposition pour vous rencontrer. En plus, c'est un geste à l'égard des communes, des mairies, c'est-à-dire les communes rurales qui sont pour nous, il faut défendre absolument pour leur rôle, le rôle qu'elles jouent dans la République. Et puis enfin, à titre personnel, on en tire beaucoup d'enseignements, on prend plein de notes, les gens font passer des messages. C'est vrai qu'en ce moment, Alain le sait, il y a une grande émotion sur la mise en œuvre de la loi NOTRe, Alain nous en a parlé tout à l'heure. Bon, on fait de la pédagogie, des fois on tombe sur y compris des maires qui ont des responsabilités dans les communautés de communes et qui racontent des choses incroyables, quoi, qui jouent avec les peurs, quoi, qu'il faut recadrer, parce que... Bon, mais c'est passionnant. Et bon, il y a beaucoup d'agriculteurs qui viennent parler d'agriculture, et vous imaginez que j'adore ça, moi, ça me rappelle de bons souvenirs, et on parle politique au bon sens du terme dans ces réunions. Voilà, je prends cet exemple, Sardos, dans le Magnoac, 100 habitants, il y avait 25 personnes à la mairie, quoi. Et donc les gens ont soif de débat et de parler de tout ça. Bon voilà, après, nous continuons à développer avec Joël, qui dira un mot après moi, parce que j'y tiens, y compris parce qu'elle est conseillère départementale de Galan, et donc on est dans son canton, et je veux vous dire que je me réjouis chaque jour un peu plus de l'avoir à mes côtés, parce que c'est une coéquipière vraiment formidable. Que nous continuons à développer la thèse que dans l'état où se trouve notre pays, avec les risques qui pèsent sur lui, je pense évidemment au terrorisme qui peut refrapper à tout moment et qui impose que la France ne baisse pas la garde, c'est un des sujets sur lesquels je trouve que le quinquennat qui vient de se terminer a plutôt bien réussi, c'est pas le cas partout, mais en matière de lutte contre le terrorisme, il a reconstruit les choses que Sarkozy avait défaites, il a créé des postes, il a remonté le renseignement. Mais il faut poursuivre cet effort dans les années qui viennent, mais il y a un très gros risque qui pèse sur la France, le risque social avec ce chômage de masse qui détruit tout, son chômage qui imprègne toutes nos communes, toutes nos familles, le chômage des jeunes en particulier. Et puis enfin, le troisième risque, un risque politique, c'est que Mme Le Pen, qui a pris une raclée au deuxième tour de l'élection présidentielle, malgré tout, elle a fait 11 millions de voix, c'est-à-dire le double de son père il y a 15 ans, que ça montre que le flot monte. Et donc, devant ces risques, nous n'avons pas d'autre choix, je le dis clairement, que d'écouter le message des Français qui nous disent arrêtez vos chamailleries, vos divisions, et réunissez-vous pour faire réussir. C'est pas tellement Macron dont il s'agit, surtout de la France, que ce président, que ce quinquennat qui s'ouvre soit une réussite pour la France. Et donc, nous sommes disponibles, nous sommes volontaires pour soutenir l'action du président de la République dans les 5 ans qui viennent, parce que c'est l'intérêt du pays. Mais nous voulons le faire d'une manière utile, c'est en restant nous-mêmes. Pas d'intention, nous ne sommes pas d'un parti en marche parce que on n'a pas une vocation de godillot, pas plus que Janine Dubié dans la circonscription. On est resté, comme Janine est restée radicale de gauche avec le soutien des socialistes, moi je reste socialiste avec le soutien des radicaux de gauche, et je pense que nous serons plus utiles au président de la République pour réussir si nous restons avec nos convictions comme des sentinelles qui disent, non pas pour faire des croche-pattes ou donner des coups de poignard dans le dos, mais pour conseiller et en particulier faire entendre des messages. On en a reparlé encore récemment dans une mairie, les gens disant cette histoire de CSG sur les retraités,
attention, mais oui, je dis attention depuis des semaines, moi, en disant, sur les grosses retraites, ça ne me gêne pas que la CSG soit augmentée. Mais sur les petites retraites, et là on nous dit c'est à partir de 1 200 €, mais c'est pas une grosse retraite, 1 200 €. C'est vrai que c'est plus que 700 ou 800 comme on en voit beaucoup, ou même voire moins encore, mais 1 200 €, ça définit pas une petite retraite, surtout quand on sait ce que coûte par exemple une maison de retraite par exemple. Donc, et ici à Galan, vous le savez, et encore qu'elle soit bien gérée celle-là. Mais, donc voilà, il faut des sentinelles, des députés qui soient loyaux, mais en même temps avec leurs convictions pour dire les choses qui ne leur plaisent pas ou qui fassent entendre la voix du peuple qui s'est exprimé pendant l'élection présidentielle et qui, soit en votant Le Pen, soit en votant Mélenchon, a dit des cris de colère, voire de révolte contre une certaine situation sociale qui pèse dans notre pays, qui doit être prise en compte. Donc sur ces sujets-là, il faut avancer, mais il faut avancer en écoutant ce que dit le peuple dans sa profondeur. Voilà, je peux en dire beaucoup plus. Nous, on continue notre marche en avant. Ce n'est pas en marche, on est notre marche avant. Et maintenant, j'aimerais que Joël, ma coéquipière favorite, dise quelques mots dans son canton et me permette de me désaltérer. Là. Je vous pousse, donc, bonsoir à tous et merci beaucoup d'être venus donc nombreux. D'abord, j'ai beaucoup de plaisir à retrouver Alain, mais aussi à me retrouver à Galan, puisque je suis venue travailler auprès de Jeanne Dubier pendant 3 ans, il y a quelques années maintenant. Donc je suis ravie de me retrouver dans ce beau village. À la maison de retraite de Galan. Oui. Tu ne m'avais pas dit ça. Oui, si. Je me souvenais du Saint-Firmier à domicile en Barousse pendant 12 ans. Voilà, et après je suis venue ici. Voilà, juste après je suis venue ici. C'est pas bon ici. Non, c'est pas bon. Pardon. Et donc, je suis maire de Thiouz, qui est une petite commune entre Cap-Verne et La Barthe. Vous connaissez très bien, non voilà, le plus beau village du monde, évidemment. Et Après Galan. Pardon. Ah oui, depuis 2001. Et ensuite, donc, je participe à la communauté de communes avec beaucoup de plaisir à celle des Baronnies depuis 2003. Et maintenant que nous sommes réunis donc, autour de Lannemezan, comme je dis souvent, c'était notre, entre guillemets, notre bassin de vie logique sur le département. On peut rouspéter des divers découpages qu'il y a eu. Le nôtre, il était quand même assez logique, je trouve. Voilà. Et donc, nous connaissons la mise en place de tout ça, mais on y va avec peut-être pas que de l'optimisme, mais si de l'optimisme de réussir. Parce que maintenant qu'elle est en place, cette communauté, il faut la faire réussir. Comme le dit Jean pour le gouvernement, ça ne sert à rien de se lamenter de ce qui est fait passer, mais de ce qu'il y a à faire. Ça, il faut être enthousiaste pour mener à bien tous les projets qu'il y aura. Et donc depuis 2 ans, élu au conseil départemental avec André Fourcade, que vous connaissez pour la plupart, qui est mon binôme, puisqu'on s'appelle comme ça, et qui m'a aidé à m'intégrer le mieux possible au niveau du département, où je préside la commission de l'action sociale. Et c'est vrai que ce côté expérimenté face à moi qui arrivait jeune, inexpérimenté il y a 2 ans, je trouve que c'est un excellent alliage, un excellent attelage, je pourrais dire. Alliage, ça marche. C'est bon, tu ne dis pas. Voilà. Et donc, lorsque Jean m'a proposé de partir pour cette aventure des législatives, eh j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de continuer à être une représentation du milieu rural et de tout ce qu'on fait dans ce milieu rural, qu'on finit par reconnaître quand même. On se rend compte petit à petit qu'on dit moins qu'on est arriéré, qu'on ne fait pas grand-chose. On sait dire aussi de plus en plus ce qu'on fait. Donc ça me semble important, aux côtés de Jean, de faire entendre ces voix-là et puis de recueillir tout ce que vous nous dites. Comme le disait Jean, déjà au cours de cette campagne, on est là pour apporter, et en particulier Jean, tout ce qu'il va pouvoir soutenir au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi pour récolter tout ce qui nous est dit au niveau des élus, mais pas que des élus, puisque parmi vous, il y a des personnes qui ne sont pas forcément des élus. Donc vraiment, c'est très riche à ce niveau-là, et j'espère après pouvoir le suivre et apprendre à ses côtés pendant 5 ans, parce qu'il me semble vraiment que son expérience au niveau de notre département, et c'est une richesse dont il ne faut vraiment pas se priver. On a parlé tout à l'heure longuement de l'hôpital de Lannemezan, on en a reparlé à Mont-Long, et c'est vrai que pour défendre l'hôpital de Lannemezan, c'est peut-être plus satisfaisant si on y va aux côtés de Jean Glavany, parce qu'il connaît tous les arcanes du pouvoir
pouvoir au niveau de la sphère parisienne, et puis qu'il a des... Ou de l'ARS. Ou de l'ARS, oui, déjà au premier échelon, mais qu'il a et les connaissances et les réseaux qu'il faut pour aider ce département. Au niveau du département lui-même, du conseil départemental, on sait très bien l'exploiter, cela, puisqu'on travaille vraiment en équipe, qu'on a l'habitude de travailler en équipe depuis 2 ans. Et vraiment, là aussi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Michel Pellieu, il reste, lui, le président, à diriger le conseil départemental, mais il fonctionne très bien avec Jean Glavani, député des Hautes-Pyrénées, qui sait de temps en temps, et même souvent, moi je trouve, répondre aux sollicitations pour aller débloquer telle ou telle situation. Et ça, je pense vraiment que c'est une richesse qu'il faut savoir garder sur notre département. Voilà, merci. J'étais un peu longue. Questions, on est à votre disposition, sinon on continue à boire un coup. J'ai oublié de saluer Lydia. J'ai 2 suggestions. Deux suggestions. Mais quelqu'un peut vous ajouter au mail, on en a parlé. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit l'objet. À l'intérieur. À l'intérieur, au perso. Devant, je vous ai dit qu'il y avait le taxi. Vous arrivez à me lire? Parce que je voulais faire médecine, j'ai réussi que l'écriture. Ah, mais je peux si, on peut en parler. On peut parler avec talent d'ailleurs de l'attitude des médias qui, si je vous lis bien, mais je vous lirai plus attentivement, je vous répondrai, biaise la vie publique. En même temps, vous savez, vous avez raison. Il m'est arrivé d'enseigner dans l'enseignement supérieur, et moi j'apprenais à mes étudiants régulièrement à prendre un journal, quel qu'il soit, et puis à décrypter en disant oui, mais ce journal, le directeur de la rédaction c'est un tel, celui qui a écrit le journal, l'article c'est un tel, il faut savoir que ce monsieur, etc. L'actionnaire du journal c'est un tel, l'actionnaire de la radio c'est un tel. Pour apprendre et pourquoi ce titre? Parce qu'il fait vendre, parce que ceci, parce que là. Donc ça, on n'apprend pas ça beaucoup dans les écoles, et puis maintenant en plus on a un développement de la télévision et des chaînes d'information 24 heures sur 24 qui exercent une pression sur la vie politique qui est terrible et qui font régner le diktat de l'information immédiate, de l'émotion, du spectaculaire et surtout pas de la réflexion et du raisonnement. Et ça c'est terrible pour la démocratie. Maintenant, et puis il y a les réseaux sociaux qui se greffent là-dessus, qui amènent à la fois le meilleur et le pire. Le meilleur parce qu'il donne un accès à la connaissance qui est époustouflant. À mesure à tout moment, on appuie sur un bouton et on sait la définition précise de sujets qu'on ne connaissait pas, de mots qu'on ne connaissait pas, on a accès à la culture du monde entier, etc. Et en même temps, les réseaux sociaux, en même temps, c'est une expression de Macron que vous avez vu comment j'y m'aimais, et en même temps, qui véhicule le pire, c'est-à-dire des rumeurs, des fausses informations qui gonflent et qui font et beaucoup d'agressivité aussi dans l'expression. Donc on est sous ce diktat-là. Alors en même temps, il faut savoir que les pays qui n'ont pas la liberté de la presse, ils n'ont pas envie d'y vivre. Hein. Parce que dans l'histoire du monde et de l'humanité, les pays qui avaient une information officielle, ça existe encore, c'était des dictatures. Et donc nos pays ont le prix de notre liberté, c'est-à-dire ce foisonnement. Comment faire pour conjuguer les deux? Cher monsieur, je ne vois qu'une seule réponse, l'éducation des jeunes, la formation du libre arbitre, de l'esprit critique, de la rationalité. Le développement de la communication. Parce que je pense que nous, on parle. On est très mauvais mon communicant. Oui, mais tu sais, la bonne communication, ça ne dure qu'un temps, parce que on a dit que Sarkozy avait été... Tous ceux qui sont élus, à un moment ou un autre, président de la République, ils le sont avec les médias. Sarkozy a été élu avec les médias, Hollande a été élu avec les médias, et les médias ont beaucoup favorisé Hollande, qui les dorlotait depuis des années, depuis qu'il avait été porte-parole et Macron vient d'être élu avec les médias. Donc ça n'a qu'un temps. Et ça bascule un jour, les médias, ils font les rois, puis ils les défont après. Et je sais, ça vient doucement pour Macron déjà, on commence à voir déjà des choses qu'on n'entendait pas il y a un mois ou deux sur lui avant qu'il soit élu président. Donc les médias, voilà, il faut que vous compreniez, mais vous le savez tous, qu'un média c'est une entreprise économique. Et que pour vivre au
au sens pour avoir des lecteurs, vendre ou de la publicité, ce qui revient au même. Ils ont besoin d'accrocher, de faire du spectaculaire. Et un média, un journal, une radio, une télé qui dit tout ce que fait le gouvernement est bien, c'est la faillite assurée dans les 3 mois. Bon. Donc un média donc la communication, c'est très difficile de mettre en place parce que la communication c'est une langue de bois officielle. Si tu veux. Un gouvernement, quel qu'il soit, a besoin de faire passer de la pédagogie de son action, mais d'aller contre cette liberté de la presse est extrêmement compliqué. Donc c'est un luxe que nous avons dans toute démocratie parce que nous ne sommes pas des... Nous ne vivons pas dans une dictature. C'est un luxe que d'avoir ce foisonnement qui est parfois malsain. Il n'y a qu'une réponse, c'est l'éducation des citoyens, l'éducation des enfants. Et en particulier, qu'ils apprennent à avoir un raisonnement, une rationalité, un esprit critique, un libre arbitre, qu'ils soient des citoyens actifs et pas passifs, qui ne consomment pas l'information comme on consomme un verre d'eau ou un morceau de pain. Et ça prend du temps, parce que les médias changent et que ce qu'on a fait sur les journaux il y a 30 ans, il faut le faire sur la télé il y a 10 ans, et maintenant sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous, hein, ils l'ont dit dans le Post. Ils l'ont dit dans le Post, c'était la vérité. Non, je l'ai vu à la télé, vérité. Aujourd'hui, si, je l'ai vu sur un réseau social, sur Internet. Et donc, c'est l'éducation est la seule réponse à la question que vous posez. Non ? C'est pas la seule. Il y a aussi d'imposer des règles. Mais les règles existent. La liberté sous-entend quand même qu'il y ait des règles, c'est pas l'anarchie, la liberté. Et donc, la presse devrait être soumise à certaines règles et pour commencer, interdire les informations au conditionnel. On n'a pas donné des informations au conditionnel, ça permet toutes les ouvertures, ce sont tous les mensonges que l'on veut et tous les abus que l'on veut. Oui, mais la liberté, c'est la liberté, et vous ne pouvez pas la réguler. Là. Il y a des règles. Heureusement que la liberté est régulée par oui, non, mais attendez. Laissez-moi finir, si vous m'interrompez, vous ne pouvez pas la réguler au point de la mettre en cause. Il y a des règles qui s'imposent à la presse. Sur la diffamation, il est interdit de propager des idées racistes, antisémites, etc. Donc il y a des règles quand même. Les règles de droit commun. Donc ça existe. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans la règle ? Ce que vous dites là, ne pas employer le conditionnel. Est-ce que compliqué, hein, c'est vraiment dans une contrainte qui est très subjective, quoi. Et attention, la liberté de la presse, c'est un bien très précieux. Oui, pardon, tu voulais dire quoi, Claire? Est-ce que nous, c'est une arme, entre guillemets, qu'on ne peut pas utiliser, mieux utiliser, tout simplement? Quand je disais qu'on a un défaut de communication, je pense que même au niveau local, on a un défaut de communication. Honnêtement. Je le ressens parce que je l'entends dire et que, il a fait ça, nous, on n'est pas au courant. Quand tu parles un peu avec les gens, tu t'aperçois qu'il y a plein de choses qui passent à l'as parce que la communication n'était pas là. Simplement, c'est pas faire par faire sa star, mais communiquer, quoi. Alors, ça c'est autre chose, mais je comprends ce que tu veux dire en même temps, et puis c'est un reproche que je m'adresse à moi-même. Mais bon, nous avons connu dans ce département, mais dans la vie politique française aussi, des responsables politiques, hommes ou femmes, qui ont l'obsession de la communication et qui, avant de faire, ne pensent qu'à faire savoir. Je vais en citer un, parce qu'il n'est plus dans la politique, mais qu'on a très bien connu, c'est Douste Blazy, qui a été pour moi une caricature d'homme, mais je le dis sans méchanceté, c'est simplement, je l'ai vécu de près, on a été ensemble, on est devenus maires ensemble au même moment en 89, on est devenus conseillers généraux ensemble, régionaux, députés pour la première fois ensemble, et on s'est trouvé, moi j'étais ministre juste avant lui le gouvernement Valopin, on avait vraiment, dans le temps, dans la chronologie, on avait fait des choses très parallèles dans les circonscriptions voisines. Donc on s'est bien connus, et on s'est rencontrés au conseil général pendant 2-3 ans. C'est un homme qui ne pensait qu'à la communication, mais que à la communication. Et du coup, il y a un moment où la politique devient non plus le faire, mais le faire savoir avant même de faire, ou même à la place même de faire. Il ne faisait pas, mais il faisait croire que. Alors ça, c'est une supercherie, je veux dire, c'est même un mensonge ou une manière une espèce d'agression à l'égard de la raison des citoyens. Tu leur racontes des bobards, quoi. Et donc, alors il faut trouver l'équilibre. Alors après, moi j'ai leur défaut inverse, c'est pas par réaction par rapport à Douste Blazy, mais je préfère faire, c'est ce qui m'intéresse moi, c'est être utile. Souvent, je rencontre des gens, ils me disent, pourquoi vous ne l'avez pas dit que vous aviez fait ça?
C'est vrai que c'est pas mon obsession. Peut-être que j'ai tort, mais c'est vrai que je préfère être utile et comment dire, sans que ça se sache que faire savoir des choses que j'ai pas faites. Voilà. Donc sans doute il faut trouver un meilleur équilibre, j'en suis d'accord. Mais voilà. Quand Alain Ducasse me demande de la réserve parlementaire, je te mets pas en cause, Alain, mais que je l'aide, c'est entre lui et moi, peut-être son conseil municipal. Je ne vais pas mettre un tract dans toutes les boîtes aux lettres de Galant en disant j'ai donné tant de réserves parlementaires parce qu'Alain me l'a demandé, j'espère que vous vous en souviendrez. Non, je ne dis pas ça comme ça, mais tu vois, et donc c'est vrai que peut-être il y a un meilleur équilibre, mais c'est aussi dû à la nature des élus que nous sommes, quoi. Mais je pense qu'au final, les citoyens font la part des choses. Je ne sais pas, j'espère, je te dis, je suis optimiste de nature. Mieux. Bon. Jean, moi je peux te demander. Si vous ne connaissez pas Viviane Artigala, je vous la présente, c'est la maire d'Arins-Marsous, qui est la présidente de l'association des maires du département. Et je suis très contente qu'elle soit là et qu'elle nous fasse l'honneur de sa visite aujourd'hui. Voilà. Donc, moi je suis ravie aussi d'être là parce que en tant que présidente de l'association des maires aussi, moi nous avons besoin des élus locaux de gens, d'élus nationaux expérimentés et qui savent défendre aussi nos particularités, les particularités de ce département. Jean l'a dit, il fait une tournée des communes, il y en a 472 dans ce département. Il y en a 105 de moins dans votre circonscription que dans celle-ci. Oui, je sais. Jean, moi, tu vois, j'ai toujours dit, les élus locaux et ces communes, 36 000 en France, 472 ici, on peut penser que c'est trop, mais pour moi, tu les visites et tu dis la richesse que Joël vient de le dire aussi, la richesse que vous trouvez dans ces communes. Pour moi aussi, ces communes, autant de communes, c'est une richesse. Et au moment où les élus sont très décriés, il ne faut pas oublier que la plupart des élus communaux, ce sont tous des bénévoles, qu'ils font un travail au service de l'intérêt général, bénévole. Et je crois qu'il y a tout un travail, mais je sais que tu l'as déjà fait, et je voudrais que tu nous dises qu'on peut encore compter sur toi pour continuer voilà, il y a eu les intercommunalités qui sont grandes, qui ont leur utilité, grandes aussi pour des projets structurants. Mais les communes, elles sont là pour se faire ce travail de proximité auprès des citoyens, auprès de on voit toute leur utilité. Et je crois qu'il faut que nous soyons vigilants pour que ces communes nous gardent leurs moyens de fonctionner, leurs moyens d'exister, elles ne coûtent pas cher et finalement au bout du compte, elles ne coûtent pas très cher en termes d'élus déjà. Et en même temps, on sent bien qu'il y aurait peut-être une volonté de... Bon, Macron n'en a pas parlé, il n'a pas parlé de ça, il n'en a pas parlé, mais je crois que nous devons être vigilants là-dessus pour garder. Et alors, on peut être sur une des mesures qu'il a annoncées qui vont impacter les communes, c'est la taxe d'habitation. Alors, moi, je suis très ambivalente parce que c'est une mesure la plus sociale qui soit. Je crois. Tu es d'accord avec moi? Il faut savoir comment c'est géré derrière, mais voilà. A priori, supprimer la taxe d'habitation qui me paraît être un des impôts les plus injustes qui soit, donc pas dans le bon sens de la justice sociale, tout dépend comment c'est fait, c'est en termes de recettes pour les communes, c'est une question centrale. Voilà, donc j'aimerais que tu nous dises que tu pourrais être vigilant pour à la fois essayer d'être dans cette mesure qui est une mesure de justice sociale, mais aussi protéger les communes et leurs finances, leur capacité d'agir, parce que si on les prive de toutes leurs ressources, elles finiront par disparaître. Alors, trois réponses. La première, oui, je suis convaincu, mais vraiment, alors c'est même plus l'homme de gauche qui parle, c'est le républicain, que 36 000 communes en France, c'est pas trop, c'est une richesse formidable. Je prends toujours cet exemple en disant, il y a 36 000 communes en France. Ce soir, au mercredi 31 mai, probablement en moyenne, il y a 2 ou 3 000 conseils municipaux qui se réunissent ce soir en France. Moyenne 10 ou 12 conseillers municipaux par conseil. C'est-à-dire ce soir, il y a peut-être 30 ou 40 000 personnes qui vont se réunir pour parler de l'intérêt général. Ça n'a pas de prix. C'est d'une richesse démocratique. Et donc ceux qui ont encore dans la tête, je crois qu'il y en a de moins en moins qui ont compris que ce serait trop, sont des gens qui n'ont rien compris à la République et à la démocratie. Donc moi je suis un défenseur invétéré des communes, des petites communes et des communes rurales, rien que pour ça. En plus, il y a le deuxième côté, c'est ce que dit Viviane à l'instant, côté identitaire.
le village. Le village. On appartient à un village. On est né dans un village. On a les parents tirés dans nos villages. On a, dans le cimetière du village. Et on a ses racines. Et ce village-là, il faut qu'il dure, il faut qu'il perdure, il faut qu'il survive, il faut qu'il continue à incarner l'identité de ceux qui habitent, ou de ceux qui sont enterrés, ou de ceux qui y passent leur enfance. Et pour ça, moi je crois beaucoup à ce que vient de dire Viviane sur l'intercommunalité. Ma conviction, c'est que l'intercommunalité est une des conditions, ma conviction, oui, c'est qu'une des conditions de la survie des petites communes. Alors ça paraît bizarre, je dis non, c'est par là que ça passe. C'est-à-dire qu'il faut que les petites communes aient les moyens de se consacrer à l'identité du village, à la démocratie, à l'intérêt général, à la proximité, l'intimité de l'état civil, à la salle des fêtes, au club de sport, à la beauté du village, à la mairie, etc. Et qu'elles soient débarrassées de tout ce qui est trop lourd pour elles, financièrement, qui les étouffe, en le mutualisant dans les communautés communes. Et si on mutualise bien, elles auront les moyens de s'occuper, j'allais dire, de l'identité et de la proximité de la démocratie. Donc ça, c'est ma deuxième conviction, j'en suis absolument convaincu. Et puis, ma troisième réponse à ce que tu dis, c'est ça détermine un peu ma position par rapport à Macron. Il veut... Donc je suis là pour le soutenir, pour l'aider à réussir, mais pas lui personnellement. Je le dis souvent en rigolant, mais je le pense en plus. Le garçon, il a 39 ans, question réussite, il a déjà... Ça va, quoi, il a déjà... Bon, bah, donc s'il continue, tant mieux pour lui, mais c'est pas la question. La question, c'est le pays. Il faut que le pays réussisse, donc il faut l'aider à réussir. Et sur cette affaire de la taxe d'habitation, c'est typiquement un très bon exemple. L'idée est bonne en termes de justice sociale, elle peut être mauvaise si elle porte atteinte à la liberté des communes et à leur autonomie et à leur capacité de faire ce que je viens de dire, c'est de poursuivre l'identité, de maintenir l'identité des villages. Donc il faut qu'il y ait des élus qui disent, Monsieur le Président ou gouvernement, écoutez, l'idée est bonne, mais à condition que, tac, 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 et pas être un godillot qui disent tout ce que fait Macron, je vote. Donc je l'ai entendu cet après-midi dans un débat à Toulouse. Donc voilà, l'exemple est bon. L'exemple est bon. Il y a même les deux. Il y a même les deux. Il y a ceux qui disent tout ce que fait Macron, je vote. Ou tout ce que fait Macron, je vote pas. Je vote pas. Oui, ça c'est pas plus intelligent. C'est même presque encore. Bah non, c'est pas pire, mais c'est. Non, mais c'est parce que les Français nous ont donné. C'est sûr qu'on n'entend pas un message des Français qui nous disent, à droite comme à gauche, et moi je l'entends beaucoup dans l'électorat de gauche, débrouillez-vous, mais il faut que ça marche. Hein. Oui. Il y a un puissant. Débrouillez-vous, arrêtez vos bisbilles, vos chamailleries, vos divisions, etc. Entendez-vous, il faut que ça marche. Ce match est très puissant, hein. Je l'entends dans presque tous les visages. Et sinon, et vous avez raison, et sinon le troisième risque dont je parlais tout à l'heure, Madame Le Pen, elle a fait 11 millions de voix, et la prochaine fois, elle sa nièce, là, ils feront 15. Ou 20, et après, donc, il faut réussir. On n'a plus le droit à l'erreur. Si vous ne réussissez pas, le premier à payer, c'est le peuple. Je m'excuse, hein, c'est pas les élus. Mais tu t'excuses pas, on est bien d'accord. C'est ce que je disais, quand on prend les communautés de communes, je suis pour. Hein. Ce que tu as expliqué, je comprends très bien. À part que le citoyen lambda, comme moi, il a peur des communautés de communes. Ah, il a peur simplement parce que tu as affaire à des gros. Nous, 600 habitants, la maison, je ne sais pas combien, la Marthe, je ne sais pas combien, même les Baronnies réunis, je ne sais pas combien. Il a peur dans le sens où on se noie dans quelque chose où on n'est rien, on n'est plus rien. Et on se noie comme en politique, comme l'image qu'ont les Français de la politique, c'est-à-dire plus tu as de pouvoir, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et plus l'intérêt général, comme par hasard, se dilue dans les pouvoirs qu'ont les gens. Et ça, je m'excuse, mais le citoyen lambda, ça revient à l'heure actuelle systématiquement. Et c'est pour ça que Le Pen fait ce qu'elle fait. Hein. Parce que, donc, Claire, parce que là aussi, on joue avec les peurs. Parce que là aussi, il y a un enjeu politique où certains jouent avec les peurs en disant ils ont compris.